Je demanderai à tout le monde d'éteindre son micro de façon que seulement ceux qui interviennent puissent avoir le microphone ouvert, sinon ça risque de faire du parasitage et on risque de ne pas s'entendre. Bienvenue donc à vous tous ce soir pour cette rencontre qu'on a voulu un petit peu en suivant l'urgence dramatique qui est devant nos yeux, celle de la guerre qui a été déclenchée contre l'Ukraine et qui fait des ravages depuis désormais pratiquement 3 semaines, depuis le 24 février dernier. Pourquoi avoir voulu cette rencontre quand nous sommes quotidiennement inondés d'informations, d'images terribles, d'analyses, de stratégies, de prévisions, de scénarios, de toute la panoplie que le monde de l'information peut mettre en place pour couvrir un événement, et un événement si tragique comme la guerre, nous en bénéficions tous les jours. Et pourquoi alors René a décidé de faire cette rencontre? Sûrement pas pour ajouter une analyse de plus, et encore moins pour avoir la prétention de dire des choses plus intelligentes ou meilleures que les autres, que celles qui disent les autres. Est né depuis qu'il est né, dans une circonstance aussi exceptionnelle il y a 2 ans, quand le Covid est arrivé dans nos pays, dans nos villes, dans nos familles, et en nous obligeant à rester confinés chez nous, a voulu être une possibilité d'ouvrir une fenêtre sur le monde pour regarder la réalité avec un prisme assez exceptionnel qui est celui des témoins. Les témoins qui nous racontent comme ils vivent et comme ils se rapportent à la réalité. Et donc, la rencontre de ce soir ne fait pas exception. Pour parler de l'Ukraine, nous avons voulu tout d'abord inviter un témoin que je remercie tout de suite d'être avec nous, Alexis Sigov, comme il venait de le rappeler à ceux qui étaient déjà connectés. Son nom bien français est dû au fait qu'il est né en France, donc, mais il nous le racontera lui-même. Il a vécu aussi longtemps en France. Moi, j'ai eu le plaisir de le connaître pendant son séjour lyonnais à l'époque de son doctorat en philosophie. Aujourd'hui, donc, Alexis, qui a aussi effectué longtemps le travail de traducteur, se trouve en Italie et travaille comme responsable des partenariats pour une entreprise de services numériques. Et donc, grâce à l'amitié qui nous lie à lui, nous lui avons demandé d'être avec nous ce soir et de nous raconter un petit peu ce qu'il sait, peut-être de sources directes, mais aussi comment lui, Ukrainien, vit ce drame de la guerre. Lui qui, en plus, comme je pense nous tous, a aussi des amis en Russie et a aussi des amis en Bélarus, c'est-à-dire que c'est un conflit qui va toucher directement des liens personnels très importants. Bienvenue Alexis, merci d'être avec nous encore une fois et je te cède tout de suite la parole. Merci Mirko, merci pour cette rencontre, pour cette possibilité de parler. C'est toujours important de parler, même dans des situations difficiles, d'être entendu, d'être écouté et de recevoir un retour, c'est très important. Donc oui, je m'appelle Alexis, je ne suis pas né en France, je suis né en Union soviétique, à la fin de l'ère soviétique, j'ai 37 ans, je suis né en 84. Et pourquoi c'est important? Parce que ma première rencontre avec la France, ça s'est passé en été de l'année 90, quand on est débarqué en France avec mes parents. Mon père, jeune philosophe, qui a fait un cours de français tout seul, parce qu'il n'y avait pas la possibilité, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de cours de français à l'époque, les dernières années de l'Union soviétique. Donc, il a trouvé quelque part des vinyles
avec des leçons de français. Il s'est mis à étudier le français en début d'été. Et à la fin de l'été, on est débarqué en France avec, voilà, avec tout ce que ça pouvait être en tant que découverte sur le monde français, sur le monde de l'Occident. Et pour moi aussi, bien sûr, c'était une fameuse aventure. Je me rappelle que pour faire mes premiers pas en français, on m'a envoyé dans un camp d'été. Je ne comprenais rien du tout. Je pleurais tout le temps. Je demandais à mon père de ne pas me laisser seul. La seule parole que je comprenais, c'était Gorbatchev, parce que c'est comme ça qu'on m'appelait. Voilà, parce que c'était les événements de la fin de l'Union soviétique. Et donc, pour tout le monde, un jeune Ukrainien, ça représentait aussi ce côté de l'Europe. Oui, j'ai fait donc 4 ans d'études à l'école primaire. Mon père, il a fait un postdoctorat et puis il a enseigné à Maison de sciences de l'homme à Paris, des cours en philosophie et en littérature. Pourquoi j'en parle? Parce que pour mon destin personnel, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Mon expérience d'enfance, bien sûr. Pour moi, quand je reviens chaque fois à Paris, c'est une ville natale. Je me rappelle des rues du quartier latin comme si c'était… voilà. Je les regarde avec le même regard que pendant mon enfance. Et en même temps, bien sûr, l'expérience assez spécifique qu'a fait mon père, c'est-à-dire un jeune Ukrainien avec un cœur libre, avec un énorme désir de découvrir le monde. Il a très bien connu le monde philosophique du plus haut niveau en France, c'est-à-dire il a fréquenté Paul Ricoeur, Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida et beaucoup d'autres noms d'un côté. De l'autre côté, il a bien connu le côté chrétien, profondément chrétien de la France. Notamment, il a fréquenté Olivier Clément et beaucoup d'autres noms très importants. Donc, en fait, c'était intéressant, quelque chose d'assez rare, quelqu'un très libre de stéréotypes qui parfois sont présents en France, qui fréquentait aussi bien les théologiens, les gens religieux et aussi les grands penseurs de la gauche, par exemple. Et il a apporté tout ça à Kiev après. Donc, en fait, à l'université Mohyla de Kiev, où il a donné des cours et où j'ai fait mes premières études en philosophie, mon père a amené beaucoup de ces gens remarquables pour donner des lectures ouvertes. Et c'était très beau. Donc, en fait, pour moi, la toute nouvelle histoire d'Ukraine, c'est ça. C'est une énorme ouverture à toutes sortes de rencontres. C'est un grand désir de connaître l'Europe et dans ce rencontre avec l'Europe, un grand désir de se redécouvrir soi-même en tant qu'un jeune pays, en tant qu'un pays en recherche de sa propre identité civile, politique, etc., etc. Et c'est ce désir qui continue à guider mon pays, même dans les circonstances dramatiques que nous sommes en train de vivre. C'est aussi intéressant que Mirko m'a présenté en tant que témoin. Donc, en fait, j'ai fait ma thèse de doctorat entre une co-tutelle entre l'Université de Lyon et l'Académie philosophique de Kiev sur une éthique du témoignage. Donc, il y avait bien un aspect phénoménologique, une pure philosophie très, très concrète, et bien sûr un élan historique, un élan éthique. Pour moi, c'était toujours très important de comprendre pourquoi les grands drames que l'Ukraine, les grandes catastrophes que l'Ukraine a vécues pendant le dernier siècle, le XXe siècle, peuvent occuper quelques pages dans un bouquin d'histoire. Et en tant qu'un écolier, je me rappelle qu'on devait apprendre les nombres des morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Shoah, pendant la grande famine organisée par Staline, les nombres des gens qui sont morts dans les camps
Kolyma, etc., les camps soviétiques. Et bien sûr que ces nombres, ces chiffres étaient très abstraits. On était devant un drame qui nous ne disait pas beaucoup de choses. Il y avait toujours autour de nous des gens qui ont vécu ce drame, qui ont parfois eu le mal de le raconter. Mais voilà, mais ça restait souvent abstrait. On ne savait pas comment inscrire ces drames dans notre propre identité des jeunes gens ukrainiens. Et pour moi, le phénomène du témoignage, c'était justement quelque chose qui a une dimension humaine, qui ouvre une possibilité de rencontre avec un homme petit, avec un homme simple, avec quelqu'un qui peut-être ne veut pas raconter globalement les pages historiques, mais qui est enraciné dans son propre regard, dans sa propre vision de choses. Et c'est pour ça que je m'intéressais à cela, notamment aussi parce que je voyais que chaque fois que on avait les élections, les grands drames de notre histoire étaient manipulés par les différents partis et laissés à côté une fois les élections passées. Donc, bien sûr que ça animait les gens, mais on ne comprenait pas très bien qu'est-ce qu'on peut en faire. Et voilà, c'est une brève introduction qui, en fait, pour moi, est important aussi pour se comprendre dans cette tragédie qu'on est en train de passer, pour comprendre mais quel est le rapport entre l'Ukraine, entre l'Europe et la Russie, et pour comprendre quel est le sens de cette guerre désastreuse qui a déclenché, disons, avec une nouvelle vague le 24 février, mais qui dure en Ukraine depuis 8 ans. Pour nous, c'est très important de le dire. Ce n'est pas du tout abstrait. Je connais beaucoup de familles qui se sont installées en 7-8 ans à Kiev, tout près de moi, des amis, qui ont dû fuir de la région de Donbass quand les Russes y sont entrés il y a 8 ans. Et pour eux, aujourd'hui, c'est une deuxième expérience de devenir réfugiés dans un autre coin d'Ukraine ou même à l'extérieur. Donc, ils doivent fuir une deuxième fois. C'est quand même très, très, très spécifique comme expérience. Voilà, donc en fait, ça c'est un peu le contexte. Puis, Mirko, peut-être je te laisse guider le dialogue. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez plutôt savoir, ce que j'en pense disons, des racines de cette guerre, pourquoi elle est devenue possible. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'est la place d'Ukraine aujourd'hui sur le continent européen? Qu'est-ce que pour moi cette guerre au niveau des valeurs? Ou peut-être des questions, des expériences voilà, des gens sur le terrain ou des questions sur l'histoire. Donc, je ne sais pas trop parce que c'est très, très complexe. C'est vraiment un boucle très complexe. Oui, tu as posé effectivement pas mal de questions toi-même que j'aurais souhaité te poser. Alors, je voudrais rappeler à tout le monde, s'il vous plaît, de fermer vos micros parce que sinon, ça rend compliqué de pouvoir suivre. La première question qui m'est venue, donc tu as parlé de tes amis, par exemple, qui ont déjà fui déjà une première fois et une deuxième fois. J'ai bien en tête la question. On a notre belle-sœur qui est en train en ce moment même d'essayer de quitter Kiev sur la route, on ne sait pas bien où, et en attendant des nouvelles. Donc, comme des centaines de milliers de réfugiés qu'on commence à voir arriver aussi dans nos pays et qui nous rendent possible de donner de la chair, de donner des visages à ce drame qui est la guerre, mais qu'on ne voit qu'à travers les écrans, tandis qu'en Ukraine, vous le vivez directement. Donc, déjà, par rapport aux personnes que tu connais, à ta famille, à tes amis, est-ce que tu as des témoignages directs? Et je me permettrai de lier à cette question une question un peu plus précise. Comment est-ce que vous pouvez, vous, en tant que chrétienne, comment est-ce que vous arrivez à vivre ce drame qui est terrible? Oui, c'est une question très importante. Donc, en fait, bien sûr que j'ai beaucoup de gens aujourd'hui en Ukraine, notamment mon père et mon frère.
Mon père qui se trouve dans un village à une vingtaine de minutes en voiture de la capitale. Euh, il faut dire deux mots sur ce village parce que aussi c'est quelque chose de très beau. En fait, c'est un village qui a été construit par nos amis. Il y avait les grands kolkhozes, ce système soviétique dans tous les pays et bien sûr surtout en Ukraine parce que l'Ukraine était fameuse pour sa terre. Et ces terrains ont été laissés comme un désert après la chute de l'Empire et ensuite vendus. Donc en fait, il y a un peu plus de 20 ans, mes parents, avec quelques familles d'amis, à peu près 20 familles, ils en ont profité, ils ont acheté des terrains, ils ont construit des maisons. Pas mal de ces familles se sont transférées depuis la capitale dans ce village. Et pour moi, c'est important parce que, en fait, ce qu'ils ont construit, à part leur maison, au centre, c'est une église. Donc, en fait, ils ont construit une paroisse, ils sont tous devenus paroissiens et ils sont passés à un nouveau niveau d'amitié. Je pense que pour beaucoup de gens de Communion et Libération, c'est une expérience assez compréhensible quand on retrouve une nouvelle possibilité de fraternité avec les gens qu'on a connus toute la vie. Donc en fait, aujourd'hui, mon père est réfugié dans ce village, dans la maison de mon oncle. Ils sont quatre. Mon père, mon oncle, ma grand-mère qui a 93 ans, pardon, et une femme qui aide ma grande-mère. Donc ils sont quatre. Ils dorment dans le sous-sol chaque nuit. Presque tout le jour, heureusement, il y a l'Internet. Donc mon père, il donne des reportages, des entretiens aux Français, aux Allemands, aux Canadiens. Et mon frère, il est fixeur, comme on dit. Il accompagne des journalistes français dans la capitale et aussi en dehors de la capitale. Donc, par exemple, il a accompagné un groupe dans la ville de Irpin. C'est aussi à une quinzaine de kilomètres de Kiev, une ville complètement détruite par les troupes russes et notamment par les troupes tchétchènes, où les Tchétchènes, par exemple, tiraient fusillaient des tanks, les bâtiments et notamment les sous-sols où les gens se réfugiaient. Ils tiraient exprès sur les bâtiments où ils savaient qu'il y a beaucoup de civils. Quand ça se passe voilà, tout près de Kiev, c'est atroce de penser. Bien sûr que je suis frappé par toutes les images dans le pays, mais quand, par exemple, je reconnais les maisons que j'ai fréquentées moi-même, j'ai des amis qui ont perdu déjà leur maison, des écrivains, des peintres, des philosophes, des businessmen, et notamment aussi des maisons en feu dans mon quartier natal de Kiev. Donc c'est assez spécifique comme expérience. Si je reviens à la question, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien dans ces circonstances? Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est que tout est devenu beaucoup plus simple au niveau du rapport avec la réalité. Donc, la réalité est devenue plus simple, c'est-à-dire que chaque regard avec ton ami, il a une profondeur immense. Souvent, tu ne sais pas si c'est le dernier regard. Donc, tu essaies de mettre de la tendresse dans chaque parole. Tu pries d'une manière tout à fait spécifique, spéciale. Souvent, tu ne trouves pas de force pour la prière et donc tu demandes les amis étrangers de prier pour toi. Aujourd'hui, ma mère, elle m'a rejoint. Enfin, aujourd'hui, il y a quelques jours, ma mère et ma soeur, ils m'ont rejoint en Italie, mais je me rappelle très bien que ma mère, elle me disait, on ne peut pas prier, je n'arrive pas à me mettre en prière, je te prie de prier pour moi. Pour moi aussi, c'était très difficile à prier. Donc, en fait, par exemple, il y a eu un moment pour moi très fort quand la communauté de Lissone, et c'est la ville où je me trouve près de Milan, se sont regroupés un soir pour prier la Vierge. Et pour moi, cette prière, c'était quelque chose, c'était une très belle expérience parce que j'ai vu à quel point ça peut être concret. Donc, en fait, c'était le soir.
Et j'ai vu tout de suite que ça se passe sous le même ciel, sous les mêmes étoiles. La maison où mes parents sont dans le sous-sol. Cette petite église où nous sommes en train de prier et le champ de bataille. Voilà, c'est pas du tout quelque chose de sentimental, mais pour moi, c'était une expérience que quand on demande quelqu'un de prier, et les gens trouvent la force, la capacité, c'est une présence quasiment physique. C'est très important. Donc, la prière, c'est quelque chose qui vraiment tient les gens qui se trouvent aujourd'hui en Ukraine et, comme j'ai dit, souvent n'ont pas la force de prier eux-mêmes. Donc, on sent que la prière nous embrasse tous. Deuxième chose, mais ça aussi, je ne sais pas à quel point c'est compréhensible pour vous, mais souvent, dans mon expérience chrétienne d'aujourd'hui, il y a le cri, il y a le besoin de crier, et c'est difficile à crier quand tu ne trouves pas les mots justes. Donc, en fait, pour moi, la lecture du livre des psaumes, et pour beaucoup de mes amis, et notamment pour des amis qui n'ont pas fait le même parcours de foi, qui souvent se disent chrétiens mais n'ont pas vraiment la pratique de la foi, ou même des gens littéraires qui ne sont pas forcément chrétiens, aujourd'hui, ils découvrent les psaumes d'une manière tout à fait diverse, très très profonde, et c'est quelque chose qui nous tient vraiment. Et puis, une autre chose à dire, c'est l'expérience de l'Évangile qu'on le fait, et l'expérience, je dirais, de l'Évangile dans le présent. C'est vraiment la simplicité des histoires du Nouveau Testament qui aujourd'hui est le meilleur langage pour comprendre qu'est-ce que notre espoir, qu'est-ce que notre désir de la paix, qu'est-ce que notre désir de rester fidèle à nos familles, à notre cheminement chrétien. Des choses très, très simples. Donc, par exemple, il y a cette simplicité dans les... comment, Mirko, tu dois m'aider en français, comment on dit profughi? Réfugiés. Oui, les réfugiés. Donc, en fait, les réfugiés, les gens qui quittent leur pays, souvent à pied, parce que il y a d'énormes files d'attente sur les frontières. J'ai des amis qui ont passé 3 jours en voiture pour pouvoir sortir du pays. Donc, il y a énormément de gens qui préfèrent passer à pied. Et voilà, il y a comme, comment dire, il y a comme une marche, un peuple qui sort du pays, voilà, surtout des femmes, des enfants, des vieillards. Et il y a cette simplicité des gens voilà, qui ne portent rien avec eux, qui portent les choses les plus essentielles dans leur cœur, qui entrent avec une espérance et avec leur drame dans les familles européennes un peu partout. Et c'est très évangélique pour moi. Mais c'était évangélique même avant parce que j'étais en Italie pour Noël. Et déjà, il y avait les troupes russes sur le long de la frontière ukrainienne. Et pour dire tout, pour être franc, on était dans la nécessité avec ma femme et avec bien sûr les deux familles de ma femme et de moi-même, de faire la décision, est-ce qu'on achète un appartement à Kiev? En fait, c'est une histoire qui dure déjà depuis 2 ans. On a 2 petits-fils, un fils de 3 ans et un fils de 1 an et 4 mois. Et donc, avec le Covid, les choses étaient assez lentes. Et à la fin, on a trouvé la maison de notre rêve, une belle maison. Pour nous, c'était très important qu'il y ait assez de place pour accueillir les amis. Voilà. Et donc, on a décidé d'acheter cette maison. Et on était dans les discussions de faire le paiement. Et en même temps, on lisait les nouvelles qu'il y a les chars russes
qui s'approchent de la frontière. Pourquoi l'Évangile? Eh bien, parce que voilà, on ne sait pas quoi faire avec cette réalité géopolitique quand elle est seulement sur les écrans, seulement dans les nouvelles. Et en fait, c'est ce que Poutine, et pas seulement Poutine comme personne, mais un régime tyrannique, un régime idéologique veut imposer, disons, comme sa logique. C'est priver les gens de la réalité du présent, c'est-à-dire ne plus rendre possible de s'enraciner dans le présent. Parce que, voilà, quand tu as 150 000 de soldats sur la frontière, tu ne sais pas quoi faire demain. Tu ne sais pas si ça vaut la peine d'acheter une maison, tu ne sais pas si ça vaut la peine de commencer un nouveau travail, tu ne sais pas si ça vaut la peine de parler avec les professeurs de l'année prochaine des études de ton enfant. C'est justement te priver de faire les plans les plus simples. Et voilà, et on lisait l'évangile de Noël, on lisait l'histoire d'une jeune femme, ou je dirais jeune fille, qui a dit oui dans des circonstances encore pires, encore moins concrètes, mais qui a su dire ce oui dans l'histoire, enraciné non simplement dans la belle théologie chrétienne, mais dans l'histoire humaine, en chair et en os. Et ce oui, c'est quelque chose qui nous soutient dans nos décisions de chaque jour. Quand on parle avec mon père, quand c'est difficile de parler avec lui de demain, parce que je ne sais pas ce qu'il va risquer demain, et en même temps, voilà, dans notre vie aujourd'hui, comment organiser la nouvelle vie des enfants, trouver les nouveaux, je sais pas, un nouveau jardin d'enfants, excusez-moi, etc. Ou pour beaucoup de familles qui sont devenues réfugiés, mais je pense que la différence, par exemple, des vagues de réfugiés qui arrivent de l'Afrique, qui ont déjà fait un choix très difficile, mais de changer leur vie et de s'installer dans d'autres pays, pour beaucoup d'Ukrainiens, aujourd'hui, la décision n'est pas faite. Beaucoup me disent, on est parti du pays, mais on espère y rentrer dès que la guerre est finie. Et dans cette condition, quand tu ne sais pas combien la guerre va durer, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend dans un mois, dans un an, voilà, cette nécessité de dire oui à des choses très simples. Par exemple, est-ce que je dois faire mon enfant étudier une nouvelle langue ou pas, ou est-ce qu'on rentre dans 2 semaines et donc il y a d'autres choses sur lesquelles il doit se concentrer. Voilà, c'est quelque chose qui est difficile à vivre sans un enracinement dans l'histoire chrétienne, enfin pour moi et comme je le vois pour beaucoup d'amis. Bien sûr que, disons, aussi la présence de la foi en Ukraine est très importante. Disons que notre société, bien sûr, elle se dit laïque, et souvent elle l'est, mais quand même, la foi est beaucoup plus présente dans la vie publique, dans la vie civile, pour le mieux et pour le pire. Bien sûr que ça peut être aussi une sorte d'idéologie, mais aussi dans des gestes très simples qui nous soutiennent. Par exemple, il y a une semaine à Milan, il y a eu une grande manifestation des Ukrainiens pour la paix. Beaucoup d'Italiens, beaucoup d'étrangers l'ont joint. Et puis, enfin, il y a eu une marche. Et à un moment donné, tous les Ukrainiens se sont mis à genoux pour prier la Vierge. Et bien sûr que même les Italiens, ils étaient assez choqués. Et mon ami journaliste, lui-même journaliste de Trace, donc quelqu'un enfin, très, très enraciné dans la culture chrétienne, il dit, bah, chez nous, on ne le fait pas. Tandis que pour nous, voilà, c'est un geste très simple et nécessaire. Donc, voilà, enfin, disons pour nous, la foi aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous tient d'une manière, nous vient au secours d'une manière très concrète. Excuse-moi, j'étais très long. Non, non,
ne t'excuse pas, c'était très, très important ce que tu viens de dire. Alors, je te pose encore une petite question. Normalement, on laisse dans nos rencontres un quart d'heure à la fin pour que tout le monde puisse poser des questions. Je prends la liberté d'augmenter ce temps, donc je te poserai juste une question et après, on ouvrira tout de suite le débat parce que je vois qu'on a beaucoup de participants et sûrement il y a beaucoup de questions qui se posent aussi. Alors, la question que je voulais te poser est comment est-ce que tu vis, comment est-ce que tu ressens la façon dont, dans nos pays aussi, on parle de l'Ukraine. Je fais référence au fait qu'il y a sûrement déjà deux réalités différentes, la réalité de la politique, de la géopolitique, y compris de l'option militaire dont parlent nos gouvernants dans tous nos pays, et qui, sans vouloir être simpliste, me semble se résumer à merci les Ukrainiens parce que vous combattez pour nous, mais ce sera à vous à combattre. Je ne porte pas un jugement des valeurs, mais c'est pour relater un petit peu les faits aujourd'hui. Et bien sûr, en disant on vous donne toutes les armes que vous voulez et comme ça, vous continuerez cette guerre. Et de l'autre côté, la réalité des gens, qui en réalité se place sur un plan complètement différent, avec la solidarité, la générosité, l'accueil des réfugiés, comme on disait. On a su encore hier des gens qui organisaient des camions, des fourgonnettes, des biens de nécessité et qui les amenaient à la frontière ukrainienne en laissant même les moyens de transport pour qu'ils puissent servir là-bas. Donc, comment est-ce que vous ressentez ces deux réalités aujourd'hui? Et je voudrais aussi te demander comment est-ce que vous vivez cette voie parfois solitaire, parce que sur un plan complètement différent des autres du pape, que depuis le début ne fait qu'appeler les choses par leur nom. Il parle de guerre et pas d'opération militaire, il parle de crime, il parle ça, mais avec une possibilité on dire, d'une espérance différente de celle qui espère pouvoir, par la géopolitique ou par l'arrangement, par les accords, arriver à une solution. J'étais frappé, et je te laisse la parole tout de suite, par exemple, dans son Angélus du 16 mars, quand il demande au Seigneur, pardon, dans l'audience du 16 mars, il a repris la prière d'un évêque italien, en demandant en première personne pardon au Seigneur, parce que nous sommes en train de faire la guerre, parce que tu es né sous les bombes de Kiev, prends pitié de nous. Toi qui es mort dans les bras de sa mère dans un bunker de Kharkiv, aie pitié de nous. Jésus envoyé à 20 ans au front, aie pitié de nous. C'est-à-dire, c'est comme s'il disait, ce n'est pas un mal qui concerne les autres, parce qu'il utilise la parole nous lui-même. Et en même temps, il termine avec une phrase qui m'a assez impressionnante. Et quand tu auras arrêté la main de Caïn, occupe-toi de lui aussi, c'est notre frère. Et je pense que c'est le seul qui a le courage de dire une chose comme ça, qui peut paraître terrible, parce que nous, on aimerait voir uniquement l'ennemi. Merci, merci Mirko. Je vais commencer par la fin. Bien sûr que pour nous, c'est très important ce que dit le pape, et notamment, bien sûr que c'est un détail, mais les détails comptent. Il faut aussi s'en rappeler qu'il est argentin. Il n'est pas européen. Bien sûr qu'il est enraciné dans la foi catholique, et c'est évident, la culture européenne, etc. Mais à la différence de Saint Jean-Paul II, qui connaissait très bien le contexte, disons, de l'Empire soviétique, de l'histoire des pages polonaises, ukrainiennes, etc., c'est quelqu'un qui vient quand même d'un autre continent. Donc c'est encore plus remarquable qu'il n'essaie pas de jouer, voilà, il faut attendre, on va voir, on va comprendre après. Il n'a pas peur d'entrer justement dans la réalité, dans le présent. C'est très important, non seulement qu'il se prononce, mais qu'il nous répond. Donc, il y a eu une lettre ouverte du président Zelensky, il y a eu une lettre ouverte du maire de Kiev, il a répondu. Donc, pour nous aussi, c'est très important. Je ne vais pas cacher de vous que, bien sûr, nous, on a un grand rêve
c'est que le pape François fait quelque chose d'inattendu comme il sait le faire. Et il l'a déjà fait dans beaucoup de circonstances. Donc, notamment pour reprendre voilà, une, une idée de mon père, il a dit, on se rappelle très bien aujourd'hui en Ukraine comment brusquement il a supprimé tous les visites et il est allé à pied voir l'ambassadeur russe au Vatican. Voilà, c'est cette simplicité des gestes qu'on attend beaucoup, et notamment, on prie de voir le pape un jour venir à Kiev. On le priait avant la guerre, on continue de le prier, on en a encore plus besoin. Et bien sûr que pour nous, ce n'est pas seulement quelque chose d'abstrait, c'est un grand ami en général. C'est aussi la personne qui guide les catholiques et les gréco-catholiques qui sont très présents en Ukraine. Et c'est aussi, bien sûr, un ami pour les orthodoxes. Donc, la majorité, ils sont orthodoxes. Moi-même, je suis orthodoxe. Mais bien sûr que pour nous, c'est une référence. Non seulement, justement, disons, théorique, intellectuelle, une personne de foi, un témoin. Et on en a besoin aujourd'hui. Pour tout dire, c'est encore plus remarquable de voir le pape François, qui lui-même réside au Vatican après la guerre par son propre nom, si on compare avec la position du patriarche Cyril, qui lui-même est à Moscou, qui lui-même dit que l'Église ukrainienne, elle fait partie de sa métropole, et en même temps, il n'a jamais eu en ces jours aucun message de sa part envers les fidèles de la Chiese du patriarcat de Moscou, ni envers le régime soviétique, le régime russe, en tant que voilà, un désir d'appeler les choses par le propre nom. C'est le contraire. Il soutient le président Poutine. Pour nous, c'était déjà un signe très fort. Le 23 février, un jour avant le début de la guerre, on sait que Poutine, il a ses petites histoires avec la numérologie. Donc, le 23, c'est en fait la fête du soldat soviétique et pendant l'ère soviétique, c'était la fête du soldat soviétique. Aujourd'hui, en Russie, c'est la fête du soldat russe. Et en fait, c'est une fête tout à fait communiste. Et le patriarche, pour la première fois, il ne l'a jamais fait auparavant, il s'est adressé en ce jour avec un discours envers Poutine pour le remercier de tout ce que fait l'armée russe. On ne l'a pas demandé, mais il a voulu le faire. Et le jour après, les chars russes sont entrés en Ukraine. Donc pour nous, voilà, c'est aussi une question de ce qu'est aujourd'hui une Église sans Christ quand elle décide consciemment de devenir une idéologie. Et c'est dramatique. En fait, je dirais que c'est inadmissible. Et bien sûr que, pour en dire tout, aujourd'hui, je vois qu'il y a comme trois champs de cette guerre. Un champ, c'est l'Ukraine, c'est le champ où on voit les bombes, où on voit le sang des jeunes mères tuées, des enfants tués, des vieillards tués, des soldats tués. Un autre champ, c'est l'Europe occidentale et centrale. Et un troisième champ, peut-être le plus difficile au niveau idéologique, c'est le champ russe et biélorusse, où on souffre non seulement physiquement, mais les gens souffrent d'un retour dans une tyrannie à la stalinienne. Donc aujourd'hui, ce n'est plus pour utiliser de beaux mots, pour dire qu'on n'est plus dans un retour simplement
dans une logique soviétique à la Khrouchtchev ou Brejnev. C'est vraiment les temps staliniens qui reviennent. Après, je pourrais dire quelques exemples pourquoi je le pense, non seulement parce qu'il y a la guerre en Ukraine, mais parce qu'il y a les choses qui se passent en Russie même. Voilà, et bon, mais c'est une autre histoire. Et une dernière chose que je tiens à dire, c'est que voilà, tu as demandé ce que je pense de la solidarité qui est montrée par l'Europe. Je pense que c'est très, très important. Je pense en fait qu'aujourd'hui, notre Europe a deux poumons. Un poumon, c'est la solidarité montrée par les Ukrainiens au sein de leur pays. Cette solidarité des gens qui prennent les armes pour protéger la paix, non seulement un espace géographique, mais la logique de la paix, pour donner la possibilité aux gens voilà, de faire croître leurs enfants, aux familles d'exister. Et voilà, c'est cette solidarité des gens qui essaient de mener non seulement la guerre, mais le travail aussi, parce qu'on a besoin de maintenir l'économie. Donc, des gens qui travaillent dans les sous-sols, etc. Et l'autre solidarité, c'est cette solidarité montrée dans tous les pays européens. En fait, je pense que pour la première fois, vous pouvez me corriger, je ne suis pas français, je ne fais pas jusqu'à maintenant partie de l'Union européenne, mais selon moi, c'est la première fois qu'on voit une solidarité de tous les pays européens, non abstraite, mais très concrète. Quelque chose que l'Europe a oublié, quelque chose qu'on n'a pas vu pendant les dernières décennies. On a vu surtout les discussions à Bruxelles, Strasbourg, etc. Mais on n'a pas eu la chance de voir que la société civile peut jouer le rôle crucial dans l'histoire, dans la nouvelle page de l'histoire européenne. Et bien sûr, toutes les portes qui s'ouvrent aujourd'hui en Pologne, en France, en Italie, en Hongrie, etc., c'est exceptionnel. Je pense que c'est une expérience qui peut donner un nouveau souffle à cette Europe qui souvent s'enferme dans un cynisme, dans une bureaucratie, dans une méritocratie. Et c'est quelque chose aussi qui vient comme un don des gens qui ont tout perdu. Donc, en fait, c'est ces portes qui s'ouvrent envers les Ukrainiens. Et pour moi aussi, c'est une histoire biblique. C'est les gens qui retrouvent leur capacité, leur beauté de prendre un responsable sur soi-même pour laisser un inconnu entrer dans leur maison, voir leur vie. C'est très, très fort. Et bien sûr que c'est un moment d'un grand témoignage pour tous les Européens envers les Ukrainiens. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre selon les valeurs européennes, les valeurs qui notamment ont été enracinées dans les premières pages de l'histoire de l'Union européenne. Ce désir d'être ensemble, ce désir d'être dans la paix, qui était aux sources de l'Union européenne et aujourd'hui souvent ne représentait plus que des beaux mots dans les documents. Aujourd'hui, ça revient en chair et en os et ça donne une nouvelle incarnation dans l'histoire de l'Europe. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Alors, j'ouvre, comme j'avais indiqué tout à l'heure, l'espace de questions. Donc, pour poser une question, vous pouvez activer votre microphone et la poser directement ou l'écrire dans l'espace discussion, comme cela a déjà été fait par deux participants. Et donc, je te lis les questions qui ont été posées. La première par Sergio. Bonsoir et merci pour le témoignage. J'aurais deux questions. Jusqu'à quel point il y a vraiment deux Ukraines, une occidentale et plus proche de l'Europe et une plus orientale et plus proche de la Russie, et qui donc pourrait voir cette guerre comme, entre guillemets, une libération, telle que le dit Poutine. J'étais aussi étonné des paroles du patriarche de Moscou qui semble légitimer une guerre. Comment vous les expliquez? Mais je pense que tu viens d'en parler aussi. Et la deuxième question de Patricia. Merci pour ton témoignage. Voyant que le président est juif, je m'interroge sur la part de cette religion en Ukraine, les liens avec les chrétiens, en quoi sa foi oriente sa façon de gérer la situation actuelle.
Merci. Pardon, je n'ai pas compris. En quoi sa foi, c'est-à-dire la foi de qui? Du président, je pense qu'il s'adresse au D'accord, président. je ne sais pas en fait quelle est sa foi, mais bon. Là, on me parle de la... Pardon, hein, on me dit que le président Volodymyr est juif. Il est juif, mais je pense qu'il n'est pas pratiquant. Mais Ok. c'est quand même très important. C'est très important, en effet, de souligner qu'il est juif. Parce que quand on entend la propagande russe depuis une éternité dire que les Ukrainiens, ce sont des nationalistes, des nazis, etc., voilà, il faut dire que le président ukrainien est juif. Il faut dire euh, euh, que euh, il y a une communauté très importante juive en Ukraine. C'est peut-être le seul pays, si je ne me trompe pas, en Europe où il y a vraiment non seulement disons, une institution sur papier, mais une institution qui fonctionne, le Conseil des Églises en Ukraine, où sont représentées toutes les religions, non seulement chrétiennes, mais aussi les juifs, les musulmans, etc. Donc on sait s'entendre, on sait être en dialogue, on sait ce que c'est le respect entre les religions notamment. Et pour nous, ça n'a jamais été une question, disons, de se libérer d'une violence idéologique vis-à-vis voilà, de différentes religions, par exemple. C'est aussi très significatif qu'une des bombes lancées en séjour par les Russes est tombée sur le Babi Yar, qui, pour tous les Ukrainiens, tous les habitants de Kiev, est un lieu sacré. C'est le plus grand, si j'ose dire, cimetière juif de la Shoah par balle, oui, des meurtres commis par les nazis dans l'Europe orientale en dehors des camps de concentration. C'est un lieu sacré. Et c'est un lieu sacré, bien sûr, pour les juifs, mais pour la mémoire de la ville en tant que telle. Ça ne ferme pas les Russes voilà, de lancer les bombes sur ce lieu de mémoire. Les deux Ukraines. Voilà, je rattache aussi une question qui vient tomber sur le même sujet. Est-ce qu'il y a un risque que cette guerre divise la société ukrainienne entre celle favorable à une adhésion à l'OTAN et l'autre proche de la Russie ou de son idéologie? Ou même, est-ce que c'est déjà le cas? Alors, ces questions avaient du sens jusqu'à 24 février, sinon jusqu'à 2013-2014. Il n'y a plus deux Ukraines. Il y a une seule Ukraine, non seulement sur le papier, non seulement dans la vision des différents partis politiques et de la société civile. Il y a le fait que, paradoxalement, Poutine a fait tout pour solidariser les Ukrainiens. Donc aujourd'hui, il y a plein de vidéos où les gens sortent dans les rues des villes comme Kherson, Nikolaïev, Mariupol, qui sont au sud du pays, près de la Crimée par exemple, et dans les villes comme Kramatorsk ou d'autres villes de la région de Donetsk et Lugansk, qui se disent souvent même russes. Enfin, souvent. J'ai vu une vidéo où il y a un homme de 50 ans qui sort dans la rue, se met devant un tank russe. Il dit: qu'est-ce que tu es venu faire dans mon pays? Qu'est-ce que tu viens de faire ici? Moi, je suis russe. Je n'ai jamais eu aucun problème. De qui veux-tu me libérer? Donc, il n'y a pas une question de rendre tous les Ukrainiens ukrainophones ou, disons, ukrainiens selon l'ethnique, le principe ethnique. Il y a la question de les rendre, enfin, leur donner le désir d'être citoyens de l'Ukraine. On s'en fout du sang, on s'en fout de la langue qu'ils parlent. Moi-même, je suis d'origine russophone. Je n'ai jamais eu aucun problème. Je n'ai jamais ressenti aucun désir de protéger ma possibilité de m'exprimer en russe. Donc, tout ça, c'est des bêtises.
la question de la langue a été purement manipulée. Par contre, il y a une question beaucoup plus profonde, la question des deux Ukraines. À nouveau, elle a été très, très présente dans notre histoire jusqu'à l'histoire de la révolution de la dignité il y a 8 ans. Et c'est un contexte historique. C'est un contexte de deux Ukraines et comment les deux différentes parties de l'Ukraine ont souffert du régime soviétique. Donc, il y a eu une partie de l'Ukraine qui est devenue soviétique parce qu'elle était parce qu'elle faisait partie de l'Empire russe, dès les années, disons, les fin des années 10, oui, les années 20. Et il y a une autre partie, celle de Lviv, Ivano-Frankivsk, donc la part ouest qui est devenue soviétique après la Deuxième Guerre mondiale, quand les communistes l'ont occupée. Il y a eu une grande différence entre ces deux expériences du bolchevisme. Deux générations en plus qui ont souffert le régime soviétique à l'Est ont été beaucoup plus déracinées, déshumanisées, voilà, d'une manière très concrète, aussi bien ceux qui parlaient ukrainien, ceux qui parlaient le grec, ceux qui parlaient le yiddish, etc. Donc, de nouveau, ce n'est pas une question ethnique, c'est une question des rapports humains, fondamentaux qui ont été détruits. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont vécu 2 générations en plus dans un contexte quand ton voisin pouvait aller te dénoncer comme traître au KGB pour s'approprier ta chambre. Donc, des choses très concrètes. Des choses quand les gens ne pouvaient pas aller à l'église parce qu'il y avait seulement une petite partie des églises ouvertes après la Deuxième Guerre mondiale qui étaient contrôlées par Staline. Parce que ce qu'a fait Staline, au début, il a fermé toutes les églises, il a envoyé les prêtres, les évêques au Solovki, et quand on est entré dans la situation de la Deuxième Guerre mondiale, il a très bien compris que les prêtres peuvent servir, ils peuvent donner du courage, et donc on a réouvert quelques églises. Mais les gens qui y allaient étaient enregistrés et puis pouvaient être, appelés au KGB pour donner des témoignages sur les autres membres de la paroisse. Voilà. Tandis que dans dans l'Ukraine de l'Ouest, même dans les conditions les plus difficiles, il y avait, quand, disons, le pays était dévasté pendant les guerres, il y a eu ce lien humain qui est resté entre les personnes quand les gens de la paroisse décidaient à qui on doit aider, par exemple, ou même pendant la grande famine, s'aider mutuellement. Donc, ce n'est pas une question des grandes idées, c'est une question de la pratique de chaque jour qui a donné aux gens la possibilité beaucoup plus forte de garder leur dignité. C'est pour ça qu'on a appelé notre révolution sur la place Maïdan une révolution de la dignité, un retour à la dignité. C'est ce que les gens tenaient au cœur de redécouvrir sur soi-même, cette capacité de prendre une responsabilité sur soi-même, redécouvrir le goût de partager quelque chose de fondamental avec les gens à côté d'eux. Et c'est ce qui, malheureusement, manque aux gens en Russie et en Biélorussie. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne peut redécouvrir que dans une expérience. On ne peut pas le lire dans les bouquins, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, c'est une vieille femme qui chaque jour, pendant Maïdan, faisait des sandwichs. On lui a demandé de rentrer chez elle parce qu'il faisait très froid. Elle dit je veux être avec vous, je veux donner les dernières sous que j'ai pour être avec vous, etc.
Et donc, aujourd'hui, pour comprendre cette guerre, en fait, c'est une guerre entre ces deux identités différentes. Une identité qui se comprend faible, qui ne se dit pas avoir tout compris, mais qui est guidée par ce désir de se redécouvrir, de se reconstruire par un travail difficile. La métaphore pour nous, c'est comme construire un jardin, construire un pays comme un jardin, c'est-à-dire mettre les racines que notre génération, même la mienne, forcément, on ne les verra pas, mais il y aura ces plantes pour les générations à venir. Tandis que, malheureusement, en Russie, le contexte, c'est que ces gens qui, comme en Ukraine, étaient privés de ces choses humaines bases, on leur a dit, on va vous donner le désir, non pas au niveau des besoins de votre cœur, mais au niveau du grand rêve de la reconstruction de l'Empire. Vous êtes pauvres, vous souffrez, vous n'avez pas, peut-être, les vieillards n'ont pas de jeunes pour leur aider, ça ne fait rien. Ce qu'on va faire, on va vaincre l'espace, on sera aussi les premiers à envoyer, je sais pas, les requêtes sur Mars. On pourra faire la guerre n'importe où, on fera peur à tout le monde, on est les plus forts. Et il y a énormément de vidéos sur YouTube où des gens très simples, russes, si on sort de Moscou, de Saint-Pétersbourg, 50 km, c'est la pauvreté atroce. C'est des gens qui souvent ont leur toilette en dehors de la maison. C'est vraiment très pauvre. Et ce qu'ils disent, ce n'est pas une idée qu'on veut construire notre ville, sans parler du pays, pour donner la possibilité aux jeunes de vivre dans un monde meilleur. On s'en fout, on est prêt à donner tous nos impôts pour l'armée parce qu'on veut être vu comme les plus forts. C'est un discours à part, mais heureusement, ce que les Ukrainiens ont pu vivre en ces 30 années après l'ère soviétique, c'est une liberté totale d'une idée impérialiste. On n'a jamais vu Kiev comme une capitale d'un empire. On n'a jamais souffert qu'on a perdu une grandeur. On est d'accord d'être les petits, d'être ce que Václav Havel appelait le pouvoir des sans-pouvoirs. On est d'accord pour cela. Et pour nous, Kiev, ça n'a jamais été un signe d'une image d'une capitale qui doit faire peur aux autres ou une image d'une capitale que les autres doivent entendre. C'était un lieu de rencontre, un lieu de rencontre entre les différentes religions, un lieu de rencontre entre les différentes cultures. Et pour nous, c'est enraciné même dans les lieux sacrés tels que la Sainte Sophie de Kiev, où l'image principale, c'est la Vierge orante, qui, quand tu entres dans la cathédrale, il y a une orante, la Vierge en prière, qui a les mains ouvertes. Et en fait, c'est aussi un symbole d'une Vierge en prière et une Vierge qui accueille tous ceux qui y viennent. Tous ceux qui visitent Kiev sont les bienvenus. Ce n'est pas seulement une idée symbolique de l'image elle-même, mais c'est aussi une question de la langue avec laquelle cette mosaïque est faite. C'est un langage qu'on reconnaît dans les églises de Ravenne, qu'on reconnaît dans les églises en Sicile. Pour nous, c'est un langage d'ouverteté aux valeurs justement chrétiennes et européennes. C'est pour ça aussi qu'une des images centrales dans la Sainte Sophie, c'est le pape Saint Clément, catholique, qui pour nous est un pont entre, par exemple, l'orthodoxie et la foi catholique. Son crâne est une des plus grandes reliques dans un des monastères de Kiev. Donc voilà, pour nous, Kiev n'a jamais voulu être une troisième, quatrième, etc. Rome, c'est plutôt la logique de Jérusalem, une ville sainte ouverte à tous les pèlerins, une ville qui a à apprendre de tous les cultures qui y viennent. Voilà. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser directement
à Alexis. Peut-être que je n'ai pas répondu aux questions. Si vous voulez que je précise quelque chose, you're more than welcome. Je vois qu'il y a une autre question qui a été posée sur les discussions. Merci, Alexei. Crois-tu que le président Poutine est capable de continuer son avancée au-delà de l'Ukraine, comme en Moldavie, par exemple, et affronter les autres pays européens au niveau militaire? Et aussi, comment gardes-tu le regard fixé sur Jésus au milieu de ces circonstances dramatiques pour vivre de sa paix par sa chair crucifiée? Il a tué la haine, point sur lequel tu avais déjà quand même assez bien répondu. Mais voilà, ça c'est la question qui est posée. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions comme ça, Alexis pourra répondre à plusieurs questions en même temps? Sinon, je réponds, ça va. Ok, alors réponds et les gens Alors, penseront aux questions. est-ce que je crois que le président Poutine est capable de continuer son avancée? Bien sûr, non seulement je le crois, j'en suis sûr qu'il va le faire. Pour nous, c'est aussi une grande question. Qu'est-ce que ça peut dire la fin de la guerre? Est-ce qu'à un moment donné où, par exemple, Poutine fait les troupes russes sortir du territoire ukrainien, est-ce que c'est la fin de la guerre? J'en doute, parce que l'idée de Poutine, c'est de détruire l'Ukraine en tant qu'un État souverain. Ce n'est pas une question, disons la question, est-ce que l'Ukraine doit entrer dans l'OTAN ou pas, c'est une question de deuxième, sinon du troisième plan. La vraie question, c'est que Poutine veut reconstruire l'Union soviétique. Il peut trouver un titre différent pour ça. Enfin, on peut l'appeler comme on veut, avec le cœur, bien sûr, au Kremlin. C'est pour ça que pour lui, l'Ukraine, la Biélorussie, les autres États post-soviétiques, c'est quelque chose que dans l'histoire est allé disons, dans une direction pas juste. Pour lui, l'idée, c'est que l'Ukraine, ce n'est pas un peuple. C'est pour ça que la question, elle est justement des valeurs. Ce n'est pas une question qu'il veut détruire les Ukrainiens comme une ethnicité. Il veut montrer que chaque désir de trouver une autre logique opposée à celle dictée par Moscou, c'est un échec. Un jeune peuple qui veut construire une société civile fondée sur le bien commun, sur la démocratie, sur le droit de l'homme fondamental pour la vie, la dignité, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Il faut y ajouter à cela que bien sûr pour lui de la même façon, l'Union européenne, c'est un malentendu. C'est une construction qui n'est pas du tout naturelle. C'est pour ça qu'il aime tellement parler directement avec Macron, Scholz, etc., parce qu'il veut parler avec la France, l'Allemagne, enfin, il est prêt de parler avec les présidents de ces pays, mais il ne les voit pas comme une chose solidaire. Pour lui, c'est quelque chose qui doit être déconstruit, parce que ça ne représente aucune valeur, justement, ça représente seulement une stratégie de sécurité. Et en tant que stratégie de sécurité, ça doit être détruit parce que c'est opposé à la sécurité russe. La même chose aussi, disons, de détruire cette logique d'une Europe unie parce qu'il veut reconstruire le monde de la guerre froide. L'Europe, dans ses plans, ça n'existe pas. Il veut voir que les États-Unis le regardent
comme voilà, justement une force avec laquelle on fait la grande politique. Et c'est pour ça aussi que, comme ce que doivent faire les Européens, c'est s'opposer non seulement aux événements ukrainiens, mais c'est de se libérer de cette logique pro-poutinienne qui est très présente dans les pays occidentaux. Ça peut prendre de différents visages, ça peut parler en tant qu'un sentimentalisme de la grande culture russe, ça peut parler de la nécessité de traiter la Russie en tant que la grande victime du XXe siècle, etc., etc. Tout ça, c'est juste des instruments de manipulation. Et donc, voilà, le plan de Poutine, c'est détruire l'Ukraine en tant qu'un État souverain. Et c'est pour ça que pour nous, aujourd'hui, c'est une lutte pour l'Europe et notamment pour les valeurs européennes. C'est une question qu'on est en train de protéger ces valeurs chaque jour contre cette logique. Parce que cette logique n'a pas de place dans le monde du XXIe siècle. C'est quelque chose qui devait rester avec les grandes logiques des idéologies des États totalitaires dans le XXe siècle. Merci. Je vois des personnes qui demandent à poser des questions. Donc d'abord, Maria Dolores Tadelman et à suivre, ce sera Chiara et Richard. Voilà, bonsoir. Vous avez parlé avant de la solidarité de l'Europe. C'est une occasion, c'est comme une première fois depuis peut-être la Deuxième Guerre mondiale où il y a cette unité. Et qu'est-ce que le fait que tant de Russes risquent leur liberté pour protester contre cette guerre représente ou signifie pour vous le peuple ukrainien en ces moments? Au moins par ce qu'on voit au téléjournal, comme ça, tous ces gens qui, avec grand courage, risquent quand même la prison. Je dois être franc avec vous. Moi, je me trouve aujourd'hui en Italie. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus facile de parler calmement de notre rapport avec les Russes, de ne pas perdre les visages des gens qui sont en train de faire cette sorte d'action. Pour beaucoup d'Ukrainiens qui aujourd'hui voient leurs enfants mourir, et ce n'est pas pour dramatiser les choses, c'est des faits. Je connais des familles qui ont perdu des enfants et des maris qui ont perdu leurs épouses. C'est bien difficile aujourd'hui de se concentrer sur ça. Mais c'est pour donner un peu de contexte. Donc, je vais vous répondre en tant que, voilà, moi-même. Deux choses à dire. La première chose que je crois vraiment, ce que les Russes, ce genre de Russes font, c'est très important, non seulement pour arrêter cette guerre, mais pour eux-mêmes. Donc, ils le font pour eux-mêmes. Et c'est vraiment une solidarité qu'on doit montrer envers eux, non simplement parce qu'ils aident les Ukrainiens, mais parce qu'ils essaient de sauver leur propre monde. Pour être très concret, j'ai parlé aujourd'hui, ce matin même, avec un ami, mon père et son parrain, qui habite à Moscou. C'est quelqu'un assez apolitique, même dans un sens très critique de ce mot, qui ne comprend pas très bien ce qui se passe, mais qui est très souffrant aussi de la propagande russe, mais justement parce que c'est une illusion de penser que quand tu habites dans l'État, qui depuis des décennies construit une logique de propagande, par ton propre cerveau, tu peux faire le nettoyage et mener, disons, un travail critique par toi-même. Donc, c'est quelqu'un qui est aussi, voilà, dans beaucoup de doutes. En même temps, il m'a dit il m'a écrit sur Facebook, il m'a dit, est-ce que tu peux nettoyer tous tes messages que tu m'as envoyés parce que ça peut être dangereux pour moi.
qu'est-ce que je lui ai écrit dans ces messages? En fait, il m'a demandé les premiers jours de la guerre comment va mon père. Je lui ai dit que voilà, leur village tout près a été bombardé, que voilà, il y a les des chars russes tout près de Kiev, etc. Rien d'exceptionnel, rien de, enfin, ce que vous voyez à la télé. Et il m'a dit que il est, comment ça s'appelle? Enfin, il est professeur dans une école et il est responsable d'une classe des étudiants. Et il a dit que l'école, enfin le directeur a regroupé le staff et a dit qu'il y a eu tous les écoles ont été appelées à faire un cours sur la guerre. Et on leur a donné le texte de ce qui doit être dit. Et mon ami a dit au directeur, OK, ben, si on doit tous y participer, je viens, mais à la fin, je vais me lever et je vais dire ce que j'en pense. Et ce qu'il en pense, voilà, dans tous ses doutes, c'est non à la guerre, parce qu'il sait qu'il a des amis, il croit plus aux amis à Kiev que voilà, à la logique globale de la propagande. Donc, dans sa simplicité, il a dit, je vais dire ce que je pense. Il s'est levé, il l'a dit. Aujourd'hui, le directeur l'a appelé. Il a dit, on nous a appelé des services. On nous a dit, est-ce qu'on doit venir faire des vérifications dans votre école? Parce qu'il nous semble que tout n'est pas tout à fait en règle. Et donc, le directeur l'a demandé d'écrire une lettre qu'il quitte le travail par sa propre décision. Et il lui a conseillé de ne pas trop se montrer pendant la prochaine semaine parce que ça peut être dangereux. Et puis, il a dit, et après, j'espère que ça va passer. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Moscou. En même temps, il a dit qu'il a reçu énormément de messages des parents des enfants qui le remerciaient. En même temps, ses parents disent, on ne va rien faire, on a peur, on ne va pas aller sur les places comme le demandent les Ukrainiens, on a peur pour nos vies. Donc, on ne va rien faire, on va attendre ce qui va se passer. C'est pour expliquer un peu le climat russe. Ce que je lui ai répondu, je l'ai remercié et je lui ai dit la même chose. Je pense que tu l'as fait non seulement pour moi, pour notre amitié, mais surtout pour toi, parce que le jour quand le régime n'existera plus, la Russie aura besoin de savoir qu'il y a des gens comme ça. Même des professeurs qui aujourd'hui peut-être ne t'ont rien dit, ou même ceux qui sont allés te dénoncer parce qu'il a dit que justement on a dû appeler à l'école parce que quelqu'un est allé le dénoncer. Ces gens-là, même dans leur terrible situation, ils ont besoin de savoir qu'en Russie, il y a des gens comme ça. Ils sont très peu, ils sont très nombreux, mais la Russie est énorme. C'est un pays qui vit dans cette logique plus de 20 ans. Donc, pour moi, les textes qui aident aujourd'hui à comprendre la Russie, c'est surtout les livres de Hannah Arendt, quand elle parle de la responsabilité des gens dans le simple, non seulement les dirigeants du pays qui prennent les décisions, mais ceux qui ferment les yeux, ceux qui disent on l'a fait parce que j'avais pas le choix, et notamment les soldats russes aujourd'hui qui sont en grand nombre emprisonnés en Ukraine. Qu'on leur demande qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, j'ai reçu des ordres, je voulais pas faire la guerre, etc. Donc c'est un grand travail qui doit être fait. Et notamment, l'Europe, dans ce travail, a déjà besoin et aura besoin de l'Europe. Mais j'ai beaucoup peur que l'Europe peut se tromper à nouveau, comme elle l'a fait après la Deuxième Guerre mondiale, quand elle a fermé les yeux sur les victimes du régime stalinien, du régime communiste, quand on n'a pas fait un procès analogue à celui de Nuremberg, on n'a pas dénoncé le communisme soviétique comme une idéologie en dehors de l'humain. Et j'ai peur que ça se répète. De quelle manière? Parce que c'est très présent en Europe de dire les pauvres Russes, ils ont tellement souffert. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est reconstruire leur économie. On doit leur aider. Ce n'est pas ça de quoi ils ont besoin. Et je le dis aussi, j'ai le courage, la responsabilité de le dire au nom de ces amis russes que je connais. Ce n'est pas ça dont ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin,
c'est de faire les jugements très concrets sur le système qui est en train de manipuler ces gens-là. Je comprends qu'il y aura besoin des générations pour sortir de ces traumas, parce que c'est même pire que les traumas d'une guerre. Les traumas, voilà, des générations qui étaient manipulées, c'est très dramatique. C'est vraiment très difficile de s'en sortir. Donc, c'est vraiment un travail critique, un travail de dire ce qui est vrai et ce qui est faux, dont ils ont besoin et dès maintenant. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Merci. Donc, Chiara et Richard. Merci beaucoup de ton témoignage qui est vraiment très, très intéressant. Je voudrais retenir sur la question du patriarche Cyril. Évidemment, ici en Allemagne aussi, on est tous choqués de ce qu'il a dit de ses prises de position sur la guerre. Et il est arrivé qu'il y a par exemple, à Bonn, il y a une communauté orthodoxe russe où il y a aussi des Biélorusses, des Ukrainiens. Et leur prêtre a écrit une lettre ouverte dans laquelle il dit « Si on vit ensemble en paix, les différents peuples ». Et quelqu'un lui a demandé « Mais tu dois prendre les distances de ton patriarche ». Et je ne connais pas très bien le monde orthodoxe. Pour les catholiques, c'est simple. On est lié au pape parce que c'est le pape, mais en plus, en ce moment, il est très simple d'être lié au pape François. Exactement. Parce que c'est l'autorité reconnue par tous. Avec Cyril, évidemment, c'est un peu plus difficile. Et je me suis demandé si on demande à un prêtre orthodoxe de prendre les distances de son patriarche, c'est quand même une invitation à la division de l'Église. Et donc, je voudrais comprendre qu'est-ce que cela veut dire pour un orthodoxe. Est-ce que c'est raisonnable d'exiger quelque chose comme ça? Une très bonne question. Je pense que c'est tout à fait raisonnable, justement parce qu'en général, le mode de vivre l'orthodoxie, il est au niveau ecclésial assez différent. Donc, ce dont on parle souvent, c'est que c'est surtout la symphonie des voix de l'Église qui constitue le fondement. En ce sens que le patriarche, c'est une figure c'est un évêque en dessous des autres évêques. Mais puis il y a la symphonie, c'est-à-dire la voix commune des évêques qui se prononcent. Donc, je pense que c'est assez normal. Pour nous, et je connais beaucoup de prêtres en séjour, non seulement en Ukraine, mais aussi en Russie, qui ont dit qu'ils ne vont plus prier pour le patriarche lors de la liturgie. Ce n'est pas, disons, ce n'est pas quitter l'Église, ce n'est pas contre les lois ecclésiales. C'est quelque chose d'admissible. C'est comme je le vois. Deuxième chose, c'est qu'il y a toujours eu ce grand risque dans l'Église orthodoxe du césarépapisme. C'est-à-dire qu'en tant que les églises orthodoxes, ils sont multiples. Bien sûr qu'il y a les anciennes églises telles que Constantinople, d'Alexandrie, de Jérusalem, etc. Mais puis, il y a beaucoup d'églises qui représentent surtout les confins étatiques. L'Église roumaine, bulgare, grecque, etc. Donc, surtout, souvent, c'est une Église qui représente le pays. Et donc, souvent, il y a ce risque que l'Église devient comme aussi une idéologie ou nationaliste, ou tout simplement idéologique selon les besoins du pouvoir civil. Et en Russie, bien sûr que c'est le cas. Donc aujourd'hui, je pense que malheureusement, pas seulement le patriarche, mais tout le système de l'Église, il est construit d'une manière, je dirais, quasiment anti-orthodoxe. C'est-à-dire que les évêques, les prêtres n'ont pas droit à la parole. Aujourd'hui, les prêtres qui se prononcent contre la guerre,
par exemple, des prêtres qui, même sans nommer les États russes et ukrainiens, qui se disent contre la guerre et qui s'adressent lors de la liturgie à leurs fidèles, ils sont suspendus du service. Donc, c'est bien sûr que dans chaque cas, c'est une décision très personnelle qui doit être responsable, mais je pense que c'est le mieux pour l'Église elle-même. Elle doit se repenser parce que l'état dans lequel elle est aujourd'hui, tel qu'on l'a forcé d'être une Église d'un empire anti-occidentaux, un empire, disons, très, très traditionnel, c'est quelque chose qui ne va pas du tout bien pour l'Église elle-même. Et une dernière chose, c'est aussi un grand problème de la Russie, c'est qu'elle se dit défendre les valeurs chrétiennes, sans parler des modes dans lesquels elle le fait, notamment la guerre en Ukraine. C'est aussi une question, est-ce que la Russie peut se dire orthodoxe et chrétienne, tout simplement? Est-ce que c'est suffisant pour être vraiment chrétienne? Est-ce qu'un État, un empire peut être chrétien? Pourquoi c'est important? C'est justement aussi pour comprendre, mais qu'est-ce que, par exemple, font les millions des musulmans en Russie? Est-ce qu'ils sont en dehors d'une logique d'un État qui doit mener à un dialogue de culture et de religion? Voilà, c'est une question que malheureusement le patriarche Cyril ne nomme pas souvent. Une dernière chose à dire, excusez-moi, c'est que moi je me rappelle très bien des temps quand le patriarche Cyril était devenu patriarche, et il y a eu beaucoup d'enthousiasme parce qu'au sein de l'Église russe, c'était quelqu'un qui était vu comme une des figures les plus œcuméniques. Il a, par exemple, beaucoup contribué à ouvrir un centre œcuménique à Fribourg, en Suisse, où les jeunes orthodoxes font leurs études avec les jeunes catholiques. Mais petit à petit, son drame personnel est tel que, voilà, il a perdu le Christ. Donc, ce n'est pas seulement une question d'une figure, d'un méchant qui a été mis aux têtes de l'Église, c'est que l'Église elle-même, malheureusement, ne laisse pas aux voies vraiment libres, voilà, de proposer une autre logique telle que l'Église doit être, de ce que l'Église doit être. Merci. Donc, je vois que le temps passe vite. Alors, deux dernières questions. Marie-Michel d'abord et François après. Alors moi, je voulais remercier beaucoup Alexis pour tout ce qu'il nous a témoigné de cette exigence de vérité. Et en fait, voilà, la chose que je veux te demander, c'est à chaque fois, lui, tu l'as présenté comme témoin, mais je me suis un peu posé la question de cette nécessité de voix prophétique. C'est-à-dire qu'il y ait des personnes qui soient ces figures parce que d'entendre tout ce que j'ai entendu, ça me donne le désir, l'espérance qu'il y ait des figures prophétiques. Et est-ce que ça lui semble possible? Est-ce qu'il en voit? Et de quelle façon elles sont? L'autre chose, je me demande comment en Ukraine, toutes les choses, comment se fait l'unité entre les personnes, comment les choses circulent, comment ils sont ensemble concrètement, comment ça peut se passer. Merci Marie-Michel. Moi, je suis tout petit devant ces grandes questions. Mais ce que je pense, c'est que l'esprit, il souffle où il veut. On verra ces figures prophétiques quand le Seigneur le voudra. Peut-être on n'est pas encore dans le moment à les entendre. Peut-être ce n'est même pas ce qu'il faut en ce moment. Et je pense qu'on aura beaucoup, beaucoup besoin de ces voix. Excusez-moi, peut-être je dis des bêtises complètes, c'est comme je le vois maintenant. On aura besoin de ces voix prophétiques après la guerre.
Parce que ce que je vois aujourd'hui en Ukraine, c'est un énorme élan. C'est les gens qui, bien sûr, vivent chaque jour dans ce désir d'héroïsme, tout simplement parce qu'on n'a rien d'autre. C'est des jeunes gamins, souvent, qui ont pris les armes pour la première fois dans leur vie, qui vont dans les endroits les plus chauds, souvent aussi sans même des gilets pare-balles. Donc, bien sûr qu'on les voit comme des héros, et c'est ceux dont on a besoin. On essaie de pleurer pour les morts, mais dans une situation de la guerre, c'est normal qu'on ne connaît pas les nombres à la fin, on ne connaît pas la vraie situation. Donc, on aura besoin des figures prophétiques quand il sera le moment de pleurer, de commémorer, de vivre profondément cette souffrance quand on sera non plus dedans, mais devant. Voilà, peut-être c'est bête, je ne sais pas. En même temps, c'est peut-être pas les figures prophétiques, mais bien sûr qu'il y a des signes prophétiques, ou je dirais des intonations, je ne sais pas si ce mot existe en français, prophétiques qui existent déjà, notamment la musique de Valentin Silvestrov, le grand compositeur ukrainien, qui jusqu'au dernier jour ne voulait pas quitter Kiev, mais on l'a forcé. Notamment, on l'a forcé. Mon père, qui est un grand ami, sa fille qui pleurait chaque jour pour le demander de quitter le pays. Il y a énormément de gens du monde entier qui étaient prêts à lui donner l'asile. À la fin, il est parti en Allemagne. Il est l'un de ceux qui a passé la frontière à Berlin. Il est l'un de ceux qui est passé la frontière à pied. La première chose qu'il a fait quand il est arrivé à Berlin, il a écrit une nouvelle mélodie. Il a dit que je l'ai composée en marchant, en quittant le chemin de l'Ukraine. Et c'est cette intonation dont on sent aujourd'hui une grande urgence. Ce n'est pas seulement disons, au grand bombardement, on a besoin de ces mélodies quasiment impercevables, très faibles, mais qui constituent vraiment un point crucial. Donc, pour nous sa musique aujourd'hui, ça fait partie de cette prophétie. Aussi des artistes, bien sûr, des gens qui trouvent aujourd'hui la force de donner un témoignage artistique quand souvent les paroles manquent. Ça fait partie disons, de cette logique-là aussi. Voilà. Merci. François? Oui, merci beaucoup pour votre témoignage, votre franchise et même votre témoignage qui parfois est très émouvant comme juste à l'instant. Moi, je retiens que cette guerre est aussi pour nous, Européens, une énorme provocation. Vous avez beaucoup parlé de la perception que vous aviez de l'Europe et du rôle joué par l'Europe. J'aurais voulu vous demander comment vous percevez les États-Unis d'Amérique et ce que vous attendez, vous, Ukrainiens, de ce pays. On les voit comme le plus grand allié. On voit comme le pays qui, pour ses propres raisons, mais prêt à nous soutenir, qui ne se ferme pas devant les décisions, donner les armes ou non. Qu'est-ce que je peux dire? J'aurais bien voulu que l'Europe soit à la place des États-Unis pour tous les motifs possibles. Je comprends aussi pourquoi ce n'est pas possible. Mais en même temps, même au niveau très pragmatique,
même, je ne sais pas, même voilà, très simple. Ce que je vois aujourd'hui de la part des États-Unis et de Biden, c'est une nécessité de voir une Europe unie. C'est ce dont ils ont besoin, même au niveau du grand jeu géopolitique. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre de rester devant une Russie, disons, assez comment dire, instable dans la situation actuelle face à la Chine et devant une Europe qui n'arrive pas à prendre les grandes décisions d'une manière unie. Bien dans les domaines de la sécurité, mais aussi dans les domaines économiques ou, voilà, ou purement politiques. Donc, ce que je comprends très bien, je ne m'étonne pas, c'est la manière que tous les appels des États-Unis sont souvent très mal vus par les Européens. Mais aujourd'hui, il me semble que c'est aussi une question que, voilà, on a besoin que l'Europe se rappelle qu'elle peut être unie sur ses propres valeurs, que le slogan Freedom is not free appartient pas seulement aux États-Unis, mais il peut être vraiment une parole sensée en Europe aussi. Et si on parle d'Ukraine, voilà, donc on les voit comme les grands alliés parce qu'ils nous donnent les armes, on les voit comme les grands alliés parce que les 2 semaines ou le mois avant la guerre, quand les États-Unis disaient que voilà, Poutine est prêt à déclencher la guerre, la plupart des Européens disaient que c'est une manipulation, il ne faut pas dire ça, c'est dangereux, c'est un jeu des Anglais et des Américains. On a vu que c'était possible. Donc peut-être aussi c'est un message qui veut dire que les Européens doivent repenser un peu qu'est-ce que ça veut dire participer aux politiques aujourd'hui. Non seulement dire que voilà, les méchants Américains, ils veulent prendre tous les premiers pas par soi-même, mais il faut comprendre quelle peut être la place réelle et non seulement, disons, littéraire, enfin, au niveau de l'idée de l'Europe. Et dernière chose, c'est qu'on les voit comme les alliés, encore une fois de plus, mais on n'oublie pas qu'on reste sur le territoire européen. Donc, même dans cette situation aujourd'hui, on comprend qu'on est européen, on ne veut pas devenir américain. Et donc, c'est une grande demande pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est l'image de l'Europe qu'on veut découvrir? Quelle est l'image de l'Europe qu'on peut repenser ensemble avec les Occidentaux? Quelle sera la nouvelle page à écrire ensemble? Tout ça, c'est des choses ouvertes. Et notamment, par exemple, les appels du président de l'Ukraine et du ministre de l'Étranger après la rencontre de Versailles qui a eu lieu récemment, qu'on a besoin non seulement d'être accepté dans l'Union européenne, mais du moins voir que ce chemin est ouvert, non pour un bien-être imaginé, mais par la logique d'un parcours à faire disons, comment dire, une carte qu'on peut avoir devant soi en écrivant les suivants chapitres de l'histoire ukrainienne. Donc, je trouve que c'est très important et ça montre aussi que on n'essaie pas de se fermer dans une logique où il y a les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Europe, c'est seulement un instrument. Pour nous, ça représente peut-être, il y a peu de peuples aujourd'hui au monde qui ont tellement besoin de l'Europe comme une force politique, civile, culturelle. Donc, il vaut mieux y répondre parce que c'est quelque chose qui peut donner un nouveau élan aux Européens aussi. C'est comme ça que je le vois. Merci beaucoup, Alexis. Merci vraiment. Je pense qu'il faut
aller maintenant vers la fin de cette rencontre qui a duré beaucoup plus longtemps que celle habituelle de Aîné, ce qui témoigne de l'intérêt, évidemment, de ton témoignage personnel, au-delà du fait qu'il soit lié à une actualité tragique. Je voudrais donc te remercier et juste conclure avec une question que je pense nous concerne tous, personnellement et individuellement, parce que face à un événement tragique de cette dimension comme la guerre qui se passe actuellement sur le territoire ukrainien, on peut faire plein de choses et on peut penser à aider, comme on l'a dit tout à l'heure, à accueillir des réfugiés, organiser des aides humanitaires, etc. Mais je pense que chacun de nous, personnellement, n'a pas trop d'illusions d'arriver par ses efforts à faire arrêter cette guerre. Par contre, dans une rencontre récente sur la question du conflit en Ukraine, Monseigneur Paolo Pezzi, l'archevêque métropolite de Moscou, à un moment donné, faisait un rappel très fort en parlant de la prière, comme toi tu l'as évoqué d'ailleurs, Alexis, dans ton témoignage, en disant que nous, souvent, on pense à la prière comme à quelque chose de sentimental, une sorte de dernier recours presque psychologique quand tout ce qu'on a essayé de faire d'autre n'a pas marché. Et lui, il disait, si seulement on avait conscience de qu'est-ce qu'est réellement la prière et de la force qu'elle a, on ferait vraiment bouger les montagnes. Et donc, on pourrait même obtenir la paix. Une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est quand tu as parlé de cet ami professeur qui aurait dû lire dans son école ce texte déjà préparé, qui a dit, oui, mais moi, à la fin, je veux dire aussi une autre chose. Ça m'a fait penser aussi à cette journaliste dont on a vu tous, je pense, l'image, qui a affiché une pancarte pendant le journal télévisé russe pour dire on vous ment, on est en train de vous mentir, ne croyez pas à la propagande, arrêtez la guerre. Mais ce qui m'avait touché, c'était la justification qu'elle donnait de ce geste en disant « Mon père est russe, ma mère est ukrainienne, ils ne se sont jamais haïs de leur vie. » C'est-à-dire qu'il y a un point, une possibilité de fuir au mensonge, de fuir le mensonge, de fuir la propagande, qui est celle de regarder la réalité que j'ai en face et d'essayer de la juger avec mon cœur. Parce qu'il y a une question fondamentale, je disais, qui se pose à chacun de nous qui espère et qui prie pour que la paix puisse arriver rapidement en Ukraine et pour que les souffrances de ce peuple puissent terminer. Mais au niveau personnel, je ne peux que reconnaître, je parle pour moi, hein, mais je ne peux reconnaître que le mal qui est en train d'investir ce pays et aussi le mal que je reconnais dans ma vie et que je suis capable de faire. À une dimension différente, sûrement. Je ne vais pas envoyer des missiles sur le peuple ukrainien, mais ce n'est pas un autre mal qui ne me concerne pas. Comme le pape le disait dans la prière de hier, pardonne-nous, Seigneur, pas pardonne-les. Et alors la question qui me se pose, et qui se pose à chacun de nous, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans l'histoire, de cette histoire même, de ce moment si tragique, si violente, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui permet d'avoir un mot plus définitif que non celui de la guerre et du mal? Et je peux comprendre qu'il y a un mot comme ça dans l'histoire si je le découvre dans ma propre histoire, comme Alexis nous l'a témoigné ce soir sur un temps très personnel quand il parlait par exemple de comment les psaumes et l'évangile l'aident à regarder la réalité d'une façon différente. Et donc pour ça, je te remercie vraiment. On termine cette rencontre, mais on ne veut pas terminer la possibilité de continuer à regarder ce qui se passe. Donc, je vous donne déjà une invitation pour jeudi 31 mars, où nous continuerons ce dialogue, avec cette fois l'aide d'un historien, Nicolas Dugin, expert de l'histoire des peuples slaves, parce que même sur le plan historique, on entend plein de choses, souvent un petit peu manipulées selon les points de vue, et on voudrait vraiment comprendre toute la beauté, toute la richesse qui entraîne aussi d'être mis à mal par ce qui se passe,
de ces territoires, de ce peuple et de cette partie de l'Europe, de cette deuxième partie de l'Europe. Saint Jean-Paul II disait que l'Europe a deux poumons et on a besoin que ce deuxième poumon puisse respirer vraiment pleinement. Merci à vous tous d'avoir participé. Vous savez que vous pouvez revoir cette rencontre, comme toutes les rencontres de Aînés, sur la chaîne YouTube Aînés et sur la page Facebook. Merci encore et là, on arrête notre direct sur Facebook.